aujourd'hui sur la ville de Venise qui va nous servir finalement de conclusion à notre chapitre sur l'évolution du commerce et des villes au Moyen Âge. Alors si vous regardez la première carte, la ville de Venise, elle est idéalement placée. Elle est placée au nord de l'Italie, près d'une zone qu'on appelle la lagune. Alors cette lagune, c'est une toute petite bande de terre qui isole la mer Adriatique de la zone d'eau plus ou moins douce qui entoure Venise. Ça veut donc dire que Venise est située vers l'Italie, qui est le centre de la Méditerranée, dans une zone qui est beaucoup plus calme, puisqu'il y a moins de tempêtes que dans la mer Méditerranée. Donc pour faire du commerce, c'était beaucoup plus simple. Venise, ce n'est pas une ville qui est très ancienne. Elle date en effet du 5e et du 6e siècle, c'est-à-dire qu'elle s'est constituée par des vagues successives de personnes qui sont venues se réfugier. Je vous rappelle qu'à cette époque, on a des vagues de populations venues de l'Est, qu'on a longtemps appelé les peuples barbares ou les peuples germaniques, qui vont déferler finalement dans l'ancien empire romain d'Occident. Et entre les Goths, les Huns ou les Ostrogoths finalement, on va se retrouver avec des populations paniquées qui sont chassées de chez elles, qui ont leurs villages qui sont détruits, leurs fermes qui sont brûlées, et qui vont trouver refuge sur les bords du Rialto, finalement dans cette zone assez inhospitalière, une zone de marécage, et certains vont venir s'installer sur des toutes petites îles qui ponctuent finalement ce bout de la lagune, ce bout de la mer Adriatique. Sur ces îles, ils imaginent qu'ils vont être beaucoup plus facilement protégés, qui seront plus difficiles d'accès, et ils vont communiquer les uns avec les autres avec des systèmes de barques, bien entendu, ou avec des systèmes de bateaux qui viendront plus tard, les gondoles. Le problème, c'est que pour s'approvisionner en nourriture, ça devient un petit peu compliqué. La pêche, ça va 5 minutes. Il faut avoir aussi des céréales, ça reste la base de notre alimentation, et d'autres aliments. Donc pour gagner de l'espace, tout bêtement, au fil des siècles, ces Vénitiens, ils vont jeter leurs déchets, toutes les terres qu'ils peuvent avoir, les amphores, tout ce qui est finalement inutile dans l'eau, et ça va s'accumuler au fond finalement de la lagune, jusqu'à créer de nouveaux territoires. Ce qui peut donner un petit peu l'idée que Venise s'est construite sur la mer des Vénitiens. Ces îles vont donc s'étendre petit à petit et être reliées les unes les autres par des morceaux de territoire, par des maisons, et dans certains cas, alors pas tant que ça finalement, parce qu'il y en a assez peu, par des ponts. La ville de Venise, au début, elle n'est pas indépendante. La grande capitale de Constantinople, la capitale de l'Empire romain d'Orient ou de l'Empire byzantin, va finalement faire la conquête d'un certain nombre de territoires italiens dans les tentatives de Justinien et de ses successeurs de restaurer l'Empire romain. Et Venise va devenir une colonie de Constantinople pendant finalement un certain temps. Une colonie qui va profiter de cette protection pour faire du commerce au nom de Constantinople. Ça paraît logique, on l'a déjà vu plusieurs fois. Quand vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes sur une île, avec pas grand-chose, vous apprenez assez rapidement à construire des bateaux et à faire du commerce. L'Angleterre en est un exemple beaucoup plus tardif. Cette ville de Venise va donc se développer petit à petit et profiter de sa position géographique de carrefour au milieu de la mer Méditerranée, en lien avec la mer Noire, en lien avec l'océan Atlantique, pour faire du commerce avec tout le monde. Venise, initialement, elle ne produit absolument rien. Donc ce qu'ils vont pouvoir proposer, c'est de faire du commerce pour les autres. Et puis petit à petit, eux aussi vont commencer à produire un certain nombre d'artisanats. Venise sera par exemple une spécialiste de la construction, de la fabrication de verre. Je vous rappelle, on l'a vu en cours la dernière fois quand on a parlé des villes, le verre au Moyen-Âge, ça coûte extrêmement cher. Et Venise est l'une des dernières villes qui est capable de souffler du verre pour faire des œuvres d'art, ou tout simplement pour faire des vitres. Une technique qu'elle va diffuser un petit peu partout en Europe, qui va lui permettre de s'enrichir. Plus tard, par exemple, encore une fois, les Anglais leur prendront la technique pour diffuser à leur tour. Les Vénitiens vont aussi développer du textile, des draps, eux aussi, et appliquer une technique qui s'applique un petit peu partout en Italie, la technique du velours, en utilisant finalement des produits venus d'Orient, et qu'ils vont transformer et revendre partout en Europe. Le velours, c'est déjà un matériau qu'on considère noble, qu'on considère comme agréable, mais surtout ça a un avantage, c'est que ça tient chaud. Donc dans les pays du Nord, on aime bien le velours. Troisième chose, Venise, comme ils n'ont pas grand-chose, la population est un petit peu sur les dents, donc ce sont de véritables petits guerriers. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont implanter sur les littoraux des comptoirs. Ils vont parfois s'entendre avec des îles et leur dire, voilà, on vous propose de faire du commerce avec vous en échange d'un quai, de une ou deux rues, de deux, trois bâtiments qui nous serviront de dépôt. Ça permet de tisser des liens, ça permet de créer des alliances. Et puis à mesure que Venise va s'enrichir, elle va prendre un petit peu en ampleur,
Et plutôt que de négocier des comptoirs, ils vont parfois attaquer des villes pour pouvoir en faire des colonies vénitiennes. Cette ville de Venise va même montrer son influence à 2 reprises. Lors de la conquête de la Crète, cette gigantesque île en Méditerranée orientale qui va devenir une colonie où on va installer des Vénitiens quand il y aura trop d'habitants, mais surtout en 1204, alors que la ville de Venise avait déjà pris beaucoup de distance avec son ancienne métropole de Constantinople, les Vénitiens qui proposent aux croisés occidentaux de les emmener jusqu'en Terre Sainte avec les bateaux vont profiter d'un défaut de paiement pour dire, eh bien, puisque c'est ça, on va détourner la flotte et l'armée des croisés et profiter d'une situation politique un petit peu compliquée. Du coup, les croisés ils se disent que c'est une bonne affaire, qu'ils vont pouvoir se débarrasser d'un empire rival, qu'ils vont pouvoir piller ses richesses, qu'ils vont même pouvoir créer un royaume latin sur place, un empire latin, mais la cité de Venise, c'est celle qui va véritablement en tirer le plus profit. Non seulement elle va prendre le monopole économique à Constantinople et dans tout l'ancien empire, elle va piller les ressources de la ville et ramener des quantités astronomiques d'or, de pierres précieuses, de métal, d'œuvres d'art et aussi des livres. On y reviendra plus tard dans l'année. Ces livres qui vont permettre à Venise de connaître assez tôt une renaissance en redécouvrant les connaissances de l'Antiquité. Et surtout, elle va se débarrasser de son ancienne métropole et montrer que c'est désormais une ville à part entière, une cité-État où la population dirige. Une population de marchands qui va dominer la ville, qui va se donner des institutions. Cette population de marchands, elle va déjà se définir un chef. Alors on ne veut pas d'un roi, puisqu'on veut une forme de république, une forme entre guillemets de démocratie, même si ce n'est pas réellement le cas, puisque comme ce sont les riches qui ont le pouvoir à Venise, c'est réellement une oligarchie. Mais on va désigner un doge, donc qui est chargé de faire le lien entre Dieu, les Vénitiens et la mer. En théorie, ce doge, tous les ans, il organise une cérémonie qui marque son mariage avec la lagune, avec la mer, pour montrer finalement, entre guillemets, la suprématie de Venise sur les eaux, et donc le fait que sa république est plus importante que les autres. Ce doge, il a plusieurs particularités. Il a tout pouvoir à Venise, mais il est encadré par un conseil. On le voit ici, le doge, il est habillé en pourpre, avec sa couronne, et surtout, ce doge, au final, il n'a pas le droit de quitter la ville de Venise. Ça porterait malheur. C'est censé finalement être un lien entre la ville et sa population. Au total, il y a un seul et unique doge vénitien qui va quitter la ville de Venise. C'est le doge Dandolo, un aveugle, qui pourtant était un brillantissime administrateur, un stratège hors pair, et c'est lui qui, sur ses petits bateaux, a mené la croisade à Constantinople. Donc finalement, ce qui devait apporter le malheur à Venise leur a apporté, entre guillemets, le bonheur. Donc on peut commencer à compléter un petit peu nos différentes informations. Donc Venise est un véritable carrefour, on l'a vu tout à l'heure. Dans le commerce de la mer Méditerranée. Et de l'Europe. Elle est construite sur des îlots en Italie et elle est dirigée par un doge. On met une majuscule puisque c'est un titre comme un roi ou un empereur par exemple. Elle possède le monopole, donc c'est-à-dire l'exclusivité du commerce d'un produit avec l'Orient, puisque Venise, c'est une ville où la population va transgresser les ordres du pape et décider de faire du commerce avec les musulmans pour amener les épices si nécessaires et surtout qui rapportent autant d'argent, et ils vont pouvoir le vendre après dans toute l'Europe. Donc ils ont le monopole des épices. Alors, voici à quoi ressemble votre travail une fois terminé. Si vous n'avez pas écrit en rouge comme d'habitude, et bien dans ce cas-là vous penserez à souligner. D'accord ? Alors cette ville de Venise va donc se développer avec des cœurs économiques et des cœurs politiques. On y reviendra, les principales places comme la place Saint-Marc ou le pont du Rialto vont avoir une influence déterminante dans l'administration, dans la transformation de la ville. Venise, c'est une ville chrétienne qui va développer un certain nombre de monastères sur les îlots, qui va aussi finalement développer sa flotte avec ce qu'on appellera l'arsenal, on y reviendra un petit peu plus tard, donc son port de guerre. Alors vous avez ici 2 textes qui vous décrivent d'un côté le commerce de Venise, de l'autre côté on vous décrit la ville de Venise, et on va travailler un petit peu dessus. Donc vous, la première question que vous aviez, c'était de souligner en rouge
les produits qui viennent d'Orient et en noir ceux qui viennent d'Occident. Alors déjà, comme d'habitude, il faut que vous soyez capable, encore une fois, de faire la différence entre l'Orient, donc tout ce qui se passe à l'Est, donc bien sûr à l'Est de Venise, et tout ce qui est l'Occident, ce qui se passe à l'Ouest, et ici c'est l'Ouest de Venise à nouveau. Donc si je reprends le document dans son ensemble, on vous dit que en Orient, les Vénitiens achètent les produits des pays du Nord, des fourrures et des produits de la steppe russe. On est ici, donc bien entendu, on sait déjà qu'ils sont donc des zones de la sphère orientale. Donc je vais pouvoir les passer en rouge. Moi je ne peux pas les souligner en rouge. Ensuite, des céréales et des esclaves qui viennent des mêmes espaces. C'est normal, on a besoin de se nourrir à Venise. On a aussi, finalement, besoin d'esclaves. Je vous rappelle, on l'a déjà vu au Moyen-Âge, en Occident, nos esclaves sont principalement blancs. Et on a déjà vu cette expression, slave, ça sera, et la population qui retrouve en Russie, c'est un mot qui est très proche d'esclaves, puisque c'est eux qu'on prenait en priorité. On trouve des produits d'Asie centrale, les épices, les bijoux, les pierres précieuses, les soies et les étoffes de luxe. Donc là encore, on est dans les produits qu'on va avoir en Orient. Tous ces produits sont revendus par la suite en Italie et dans tout l'Occident, où les Vénitiens achètent, et cette fois-ci, on va donc pouvoir faire un changement, ils achètent des draps de laine et des toiles de Flandre. Je vous rappelle, on l'a déjà vu, donc, tout simplement, les draps, c'est l'unité de base pour vendre les textiles. On va acheter des métaux d'Angleterre et d'Europe centrale, du bois de Dalmatie. Alors la Dalmatie, c'est situé ici. Alors même si c'est situé un tout petit peu à l'est de Venise, nous, on va considérer finalement que c'est dans la zone rouge. Donc hop, je rechange de couleur à cette fois-ci. Des esclaves du monde slave, on les a déjà signalés, mais on les remet quand même malgré tout, qu'ils revendent en Orient. Donc ils vont revendre après partout ailleurs. Donc ces Slaves, ils viennent les récupérer dans ces zones-là, notamment dans l'Ukraine actuelle, et ils vont les revendre dans l'Empire romain d'Orient à certaines époques. Par la suite, ils les vendront aussi quand ce sera l'Empire ottoman. On continue. Les établissements vénitiens jalonnent les routes maritimes qui se dirigent vers Constantinople, c'est-à-dire qu'on implante donc les comptoirs, comme je vous ai dit, de Beyrouth jusqu'à Alexandrie, c'est-à-dire vers les points d'aboutissement des caravanes de la navigation asiatique. Et si on est malin, ça veut dire qu'ils vont chercher tout bêtement les épices. Donc j'espère que vous avez compris comment ça se passe. Ça veut dire que c'est vraiment un point d'orgue entre l'Occident et l'Orient. C'est le carrefour économique entre deux mondes. Et ils vont profiter donc des connaissances, aussi bien les informations, ils vont découvrir aussi des nouvelles technologies, ils apprennent les savoirs beaucoup plus vite. Ces marchands sont véritablement des diffuseurs d'informations, de savoirs, de connaissances et de richesses au Moyen Âge. Ça va permettre donc à la ville de Venise de se développer, de se décorer, d'être magnifique. Alors comme on est sur des îlots qui sont dans une espèce de marécage, il a fallu des techniques particulières. On a enfoncé des grands pylônes de bois, des arbres entiers, dans la vase. Ils existent pour certains encore de nos jours. Et dessus, on a construit des bâtiments. Alors on n'a pas construit des bâtiments en bois pour éviter à nouveau que ça puisse pourrir. On a au contraire construit énormément en pierre à Venise, ce qui est extrêmement surprenant pour l'époque. Et surtout, on se déplace dans une grande partie de la ville, en bateau ou en gondole, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a des rues à pied sec, mais il faudra du temps pour qu'elles se construisent réellement. Donc vous avez maintenant des questions qui se posent directement sur la ville de Venise. Dans le deuxième texte, soulignez le nom de l'artère principale de la ville. Et bien l'artère principale, ce qu'on vous appellerait la Grande Rue, et bien tout simplement c'est le Grand Canal. Ça veut dire que c'est la particularité, c'est une route, une rue, qui est totalement aquatique. On se déplace dessus en bateau. Ensuite, deuxième question, quel bâtiment montre la richesse de la ville? La première chose, on l'a vu, on va avoir un pont, au moins. Ensuite, dans le texte, on vous décrit des maisons qui sont belles, qui sont grandes, qui sont hautes et qui sont en pierre, ce qui est rare. On utilise aussi du marbre pour construire les bâtiments. Des maisons qui ont plusieurs chambres, qui sont vastes. C'est-à-dire qu'on a un bâtiment ou un bâti qui est extrêmement important et qui est renforcé pour montrer la richesse de la ville, en plus de ces maisons, donc des vraies demeures, véritablement, des hôtels particuliers. On aura une multitude de clochers. Alors ça, c'est un terme qui est fait par un Byzantin à cette époque. Donc tout simplement, ces clochers, ça peut être des campaniles, donc des tours des grandes familles. Ça peut être aussi des monastères.
Et quand on a beaucoup de monastères, généralement, c'est une preuve de richesse. Nous, on l'a déjà vu en classe. On a déjà expliqué donc que pendant longtemps, à Venise, il n'y avait pas de saint protecteur. Il faudra attendre le vol des reliques de Saint Marc qui seront ramenées entièrement à Venise pour avoir un saint protecteur, des reliques, et donc finalement apporter encore de la richesse. Donc quel bâtiment montre la richesse de la ville? Tout simplement, on va écrire on trouve des églises, s'il y a des clochers, des tours, des monastères et des demeures, on ne va pas employer le terme de maison, non, des demeures importantes. On est d'accord? Dernière question, toujours en lien avec ça, donc j'essaie un tout petit peu. En quels matériaux finalement sont construites ces maisons? Donc quels matériaux sont très présents sur place? On l'a vu, on trouve de la pierre et du marbre. On trouve de la pierre et du marbre. Je vous rappelle, comme d'habitude, si on regarde bien quel matériau, je l'ai mis au pluriel. Donc c'est bien la preuve qu'il me fallait 2 informations. Je vous laisse compléter tranquillement avant de passer à la suite. Alors maintenant qu'on a vu finalement comment les Vénitiens organisaient leur ville, leur maison, montraient leur richesse, on va voir comment ces marchands veulent aussi faire resplendir l'ensemble de la ville de Venise dans le monde entier. Ils veulent que cette ville elle soit connue et, comme faisaient les Athéniens finalement au 5e siècle avant Jésus-Christ, ils veulent véritablement servir de modèle et que tout le monde finalement considère que c'est la meilleure ville du monde. Ils vont donc construire un certain nombre de bâtiments, d'institutions, de groupes politiques qui vont leur permettre de contrôler cette ville de Venise. Et pour ce faire, ils vont construire des monuments à la gloire de Venise et de la République vénitienne. Alors dans un premier temps, la place la plus connue de la ville de Venise, c'est ici la Plaza San Marco, donc la place Saint-Marc, qui regroupe toute une partie des institutions. Sur cette place, on voit cette espèce de grande tour, on voit ce grand palais, et on voit ce qui ressemble un petit peu à Sainte-Sophie ou à une église byzantine. Tout autour, vous avez des institutions, vous avez des bâtiments qui de nos jours sont devenus des restaurants, des cafés, des commerces. Et cette grande place, elle est ouverte d'une, avec ici une colonne, qu'on voit ici, sur laquelle on a placé le portrait du symbole de l'évangéliste Saint Marc, qui est aussi le saint protecteur de la ville. Donc ce fameux lion ailé, qui est le symbole de Venise qu'on trouve aussi sur son drapeau à l'époque, et sur ses blasons. Donc cette place Saint-Marc, elle a de multiples fonctions, que nous reverrons petit à petit. On peut déjà, malgré tout, noter son nom. Alors si je m'intéresse aux différents bâtiments qu'on va trouver sur la place Saint-Marc, on a en premier lieu, bien entendu, ce grand palais qui s'appelle le Palais des Doges. Comme son nom l'indique, c'est là que résident les doges, donc les chefs de la République de Venise. Ce bâtiment est extrêmement bien organisé, c'est-à-dire que vous avez au rez-de-chaussée les différentes institutions. Vous avez sur ces institutions finalement des bureaux qui vous permettent de remplir tout ce dont vous avez besoin. On va trouver en particularité sur les portes de ces étages-là de grandes bouches, des espèces de boîtes aux lettres qui ressemblent un petit peu à des lions, à des démons, dans lesquelles vous pouvez glisser le nom d'une personne que vous jugez dangereux pour la République de Venise. C'est-à-dire que ça vous rappelle un petit peu ce qu'on avait vu, nous, quand on avait parlé finalement du monde grec avec l'ostracisme à Athènes. On peut donc se débarrasser, même le tuer, finalement, quelqu'un qui porterait atteinte à la puissance de Venise. On peut le condamner à la prison qui est juste derrière, qui est reliée par ce qu'on appelle le pont des Soupirs. Au premier étage, encore une fois, les archives, les bureaux, tout ce qui permet de faire fonctionner Venise. Et au troisième étage, vous avez la salle du conseil, où le doge réunit le conseil de la ville. Vous avez aussi les appartements privés du doge. Ce bâtiment, il est très beau, il est très imposant, il est de style orientalisant, pour montrer un petit peu la position de carrefour de Venise, et encore une fois, construit en pierre et en marbre. Donc ce palais des doges, si on est logique, ça veut donc dire qu'il a une fonction politique. En face de lui, vous avez cette très grande tour. Alors ces tours, on peut en trouver en France. En France, on appelle ça des beffrois, ou tout simplement des clochers dans le sud de la France.
Généralement, elles sont accolées à des églises. Là, ce n'est pas le cas. Cette tour, elle a été construite à l'initiative des doges et du conseil pour montrer le privilège et le prestige de la ville. Ces tours, elles peuvent servir à se battre, ce n'est pas forcément le cas ici, mais elle a été rehaussée petit à petit au fur et à mesure des prouesses techniques et de l'argent. En haut de ces tours, on place des cloches, comme ici, parfois une horloge plus tard, mais ce n'est pas le cas ici. Et ces tours qu'on appelle donc des campaniles, ça permet à la ville de Venise de montrer son privilège, sa puissance, mais surtout, ça va lui permettre de voler le pouvoir de l'Église, notamment le fait de sonner les heures et de sonner les heures de travail. Donc c'est très important pour les Vénitiens d'avoir ce type de structure. Donc ici, le campanile qui permet, en fonction, de contrôler le temps et donc de faire de l'économie. Troisième grand bâtiment que vous avez ici, qui aurait un peu la forme d'une croix avec des contreforts, qui a des voûtes, des dômes, comme dans la cathédrale Sainte-Sophie. Donc ça nous rappelle étrangement finalement l'Orient. Ça nous rappelle que Venise a pendant été longtemps une colonie byzantine. Cette basilique ici, puisqu'elle a été fondée par et surtout honorée par un pape, elle doit refermer les reliques de Saint Marc, donc ce saint protecteur de la ville. Donc c'est ce qu'on appelle la basilique Saint-Marc ou San Marco. Et à l'intérieur, il y a énormément de décorations en or. Il y a énormément d'objets de valeur pour souligner l'importance de Saint-Marc, pour aussi montrer tout ce qui a été volé à Constantinople à la fin de la 4e croisade, et puis surtout qui profite de tout l'argent qui a été apporté par les pèlerins qui viennent prier finalement sur les reliques de l'évangéliste. À l'intérieur, vous avez un fabuleux retable, c'est-à-dire une espèce de mur qui va séparer le chœur de la nef, donc les fidèles des membres du clergé, et ce retable, il tourne sur lui-même. Il est en or massif, et une fois par an, on le retourne pour montrer les fabuleuses décorations qu'il y a à l'intérieur. Encore une fois, pour montrer la grandeur de Venise. Dernier objet qu'on peut trouver sur cette basilique, alors là on ne les voit pas puisqu'il y avait des travaux au moment où j'ai pris la photo, tout simplement, vous avez un quadrige. Un quadrige, c'est tout simplement un char attelé normalement à 4 chevaux. Ici, ce char et ses chevaux sont en bronze, et ils ont été ramenés directement lors de la 4e croisade. Donc posés directement sur la basilique, c'est pour montrer encore une fois la grandeur de Venise, qui a réussi à se débarrasser du plus grand empire de l'époque. Donc c'est un symbole finalement de leur privilège, de leur prestige. Donc ici, la basilique Saint-Marc, qui attire énormément de pèlerins, c'est donc une fonction religieuse. Alors si on change de zone, on quitte la place Saint-Marc, on va plus loin, on va dans la partie occidentale de la ville de Venise, on va enjamber la rivière du Rialto. Et pour enjamber cette rivière, on a construit un pont. Alors dit comme ça, vous allez me dire, oui mais un pont, c'est pas forcément quelque chose de phénoménal. Eh bien au Moyen-Âge, si. Puisque je vous rappelle que la plupart des ponts, ils sont en bois, ou alors ils reposent sur des bateaux. Les ponts en pierre, c'est rare, c'est fragile. Je vous rappelle que pendant une partie du Moyen-Âge, sur l'ensemble du Rhône, donc de la Suisse jusqu'à Marseille, il n'y a qu'un seul et unique pont pour traverser le Rhône. C'était le pont d'Avignon. On en a fait une chanson depuis. Il est en ruine de nos jours. Il n'en reste plus que quelques arches. Mais c'était une prouesse technique. Et bien le pont du Rialto, c'est aussi une prouesse technique. Pourquoi ? Parce que contrairement à beaucoup de ponts qui reposent sur plusieurs piles, donc sur plusieurs arches, ici il n'y en a qu'une, pour permettre aux petits bateaux de passer, et aussi donc à nos fameuses gondoles de naviguer dans l'ensemble de la ville. Vous avez un escalier sur les deux côtés du pont, et au centre, vous avez finalement, à la place de l'allée centrale, vous avez des boutiques. Des boutiques de joailliers, des boutiques d'orfèvres, des boutiques aussi de prêteurs, de banquiers. Alors c'est l'inverse du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, souvent on mettait des bâtiments en bois sur les deux côtés du pont, donc on ne voyait même pas qu'on était sur une rivière. Et bien à Venise, c'est l'inverse. On veut surtout montrer qu'on est sur une rivière pour bien montrer que les Vénitiens, ils dominent le monde marin. Ils veulent montrer leur suprématie sur l'eau. Et ce pont du Rialto, donc, va être très rapidement une fonction financière et économique dominante de la ville de Venise. Dernière structure dont on va parler ici, une structure très importante, vous avez ici tout un tas de bâtiments qui sont en briques.
Ces bâtiments en briques, on a l'impression que les maisons forment comme une muraille. Ce sont les seules murailles que vous trouverez dans Venise. C'est le seul bâtiment qui est fermé, c'est entre guillemets la forteresse de la ville. C'est un arsenal. Alors vous, le mot arsenal, vous le connaissez peut-être si vous aimez le foot anglais. C'est le nom d'une équipe londonienne, là où il y avait le port de guerre de Londres auparavant. Et puis vous connaissez peut-être un peu plus facilement l'arsenal de Toulon, là où il y a le port de guerre français. Alors cet arsenal, tout simplement, chacun des bâtiments, c'est un entrepôt qui peut contenir un bateau, dans lequel on peut le construire, l'entretenir ou le protéger l'hiver. Les bateaux à Venise, ce sont principalement des galères, voire des galéas, donc des galères particulières, très efficaces, très rapides et très effilées. À l'intérieur des bâtiments, ici c'est rempli d'eau, donc on peut les laisser à quai pour aussi les reposer avant de les mettre en cale sèche, ces bateaux. Cet arsenal, il comprend aussi un bâtiment qui, à la fin du Moyen-Âge, permettra d'abriter la réserve de poudre à canon, de la ville de Venise. Cette structure est importante puisque je vous rappelle qu'on est sur des îles, donc on est dans un peuple de marins. On s'assure que les bateaux sont toujours en très bon état, ce qui fait que tous les ans, on va lâcher l'intégralité finalement de la flotte vénitienne. On va lui permettre de faire le tour, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la mer Noire, de la mer Méditerranée, voire même de la mer du Nord et la mer Baltique, pour récupérer tous les produits, notamment les épices, et on les ramène ici pour les protéger. On mélange la flotte de guerre, on mélange la flotte de commerce, et les jeunes garçons des grandes familles vénitiennes doivent participer tous les ans pour apprendre le métier de marchand en étant arbalétriers sur ces bateaux. Donc l'arsenal, c'est la forteresse, c'est le point de défense de la ville de Venise. Et quand on sait que cette cité va coloniser des petits territoires, des îles comme la Crète ou des villes, et qu'elle va arriver à tenir tête à l'Empire byzantin et plus tard à l'Empire ottoman, on se dit que finalement ils ont quand même réussi leur coup et que nos marchands ont réussi en organisant l'ensemble de la ville à finalement mettre en place une ville qui domine le monde. C'est la New York du Moyen-Âge. Donc ici, je ne vous le veux pas noter, donc on va remettre l'arsenal avec un rôle militaire. On pourrait mettre économique aussi, ça ne poserait pas de problème. Au final, si on suit tout ce que je viens de vous expliquer, finalement, Venise est devenue la cité-État la plus importante du monde au Moyen-Âge. C'est finalement le carrefour économique, pratiquement tous les produits y passent par un moment ou un autre. Elle a remplacé Athènes, elle a remplacé Constantinople et Alexandrie, et c'est devenu le cœur du commerce médiéval. Une ville extrêmement influente, avec cette place Saint-Marc, où on va organiser à la fois finalement le pouvoir politique, le pouvoir religieux, et surtout, ce qui est nouveau, le pouvoir économique. Vous avez ici finalement le cœur de l'économie mondiale à cet endroit-là. Venise montre à la face du monde le pouvoir de ses marchands, le pouvoir de l'oligarchie, le pouvoir finalement que le commerce peut avoir, et c'est quelque chose qui sera extrêmement important. Venise va devenir une ville importante pendant très longtemps, puisqu'elle va, je vous l'ai dit, résister à l'Empire ottoman. Il faudra attendre finalement Napoléon Bonaparte pour qu'il détruise la République de Venise quand il va faire la conquête de l'Italie. Donc c'est au XIXe siècle que la puissance vénitienne va vraiment totalement s'effondrer. Et ça sera la fin de la République. Mais on voit finalement qu'on a une République qui aura duré longtemps et qui aura été influente, même si petit à petit elle perd ses territoires vis-à-vis de l'Empire ottoman, vis-à-vis d'autres puissances, mais ça restera toujours finalement une puissance économique méditerranéenne. Et ce, au moins, jusqu'à la découverte de l'Amérique, le moment où finalement on va voir basculer le cœur du monde de la Méditerranée vers l'océan Atlantique. Je vous remercie de votre attention, on se retrouve lundi, et je vous dis à très vite. Bonne journée.